Amateurs de castagne ou ceinture blanche de cinéphilie, bienvenue dans Kimura, le podcast de deux potes qui parlent de cinéma d'action. Chaque épisode, on discute autour d'un film, on commence par un rapide résumé de l'histoire, on enchaîne sur notre rapport avec le réalisateur, puis on rentre dans le vif du sujet avec et sans spoil. Et tout de suite, direction la ville de Los Angeles pour vous parler du film Assaut de John Carpenter qui est sorti en 1976. Pour faire simple, c'est le premier jour du policier Bishop. Et quelle journée! En effet, à peine la nuit tombée, qui va devoir défendre son commissariat face à l'assaut du gang des Street Fenders. Bishop s'allie au prisonnier Napoleon Wilson et à d'autres personnes qui sont présentes au moment de l'attaque. L'objectif, résister tant bien que mal durant ce siège. Et pour m'accompagner dans cet épisode, j'aurai à mes côtés Théo, qui après avoir bien barricadé les fenêtres, pourra venir pour nous expliquer ce qu'il a pensé du film. Théo, comment vas-tu et est-ce que tu as kiffé mon petit accent sur le Street Fender? Yes, j'adore ton accent à chaque épisode, tu me régales. Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode sur le film Assaut que je connaissais pas du tout, que j'ai découvert en direct juste avant cet épisode avec Raphaël. J'ai hâte d'en parler parce que j'ai trouvé ça super intéressant. Il m'a amené, on va dire, en dehors de ma zone de confort parce que c'est pas forcément le film que j'aurais été regarder sur un coup de tête et je suis très content de l'avoir découvert, donc hâte d'en parler. Ouais, c'était peut-être pas non plus le film que tu pensais voir. Ouais, aussi, ouais, je pense. Ouais. Pour en savoir un petit peu plus sur le podcast, on enregistre deux épisodes, donc l'épisode 6 et l'épisode 7, les uns après les autres. Mm. Pour le coup, cet épisode, on a choisi de pas faire beaucoup de notes, de pas préparer grand-chose. On va voir ce que ça donne. Si entre-temps, vous voulez nous faire des retours sur l'épisode, on les prendra avec plaisir. Et puis, si on voit que c'est assez positif, on restera peut-être sur une forme un peu plus freestyle du podcast. Mm. Avant de commencer, si vous voulez soutenir le podcast, c'est le moment. Vous pouvez noter le podcast, 5 étoiles de préférence, sur l'appli que vous utilisez actuellement pour l'écouter. On est présent sur Spotify, Apple Podcast, YouTube, Deezer. Deezer. Voilà, tout ce que vous voulez. Allez-y, abonnez-vous. On a aussi une page Sens Critique. Si jamais vous avez un compte sur ce site, on prendra vos critiques avec plaisir. Et tout de suite, on va pouvoir parler du film. 1-46, lieutenant Bishop à bord de voiture banalisée, demande instruction. Est-ce que l'équipe 7 est là? Allô, un W20, ici le 10-4. En cherchant bien, je vous dégoterai peut-être quelque chose à faire. Capitaine Collins? Bonjour, chef. Ça m'a surpris d'entendre votre voix. W20, alors comment ça se présente, lieutenant? Tout va très bien, seulement je ne suis en service que depuis exactement 4 minutes. Un W20, j'ai une mission intérimaire pour vous cette nuit. Un petit coup de main à des collègues. Filez au district 9, 13e division. Vous remplacerez le capitaine Gordon. Globalement, Théo, qu'est-ce que tu as pensé du film là? C'est quoi tes impressions? Tu viens de le voir il y a 20 minutes. Forcément, on sent que c'est un film à petit budget, mais c'est un film à petit budget qui m'a parlé parce qu'en fait, on se rend compte que malgré le fait, quand je dis un petit budget, du coup, le budget du film, c'est $100 000, c'est ça? C'est ça. Pour que les gens Ouais. comprennent, donc film de 1976, $100 000. À la même époque, il y a Taxi Driver qui n'est pas un grand budget, qui est à 1 500 000 de budget. Et on a d'autres films qui dépassent les 3-4 millions de budget. Donc $100 000, c'est pas grand-chose, même Voilà. si c'est en 76. Et en plus réalisé en 20 jours, voilà, mais Assaut, c'est un pur concentré de tension, quoi. J'ai été en tension, le film doit durer à peu près 1 h 30. J'ai été dans une tension constante tout le long du film, et je trouve que c'est ce qui est vachement bien fait, du coup, avec ce film. C'est un film simple en apparence, qui pourrait même être catégorisé en tant que film de série B. On est pris à la gorge très rapidement dans le film, avec différents événements qui nous mettent dedans dans le contexte directement. Je trouve que John Carpenter, il prouve qu'avec très peu de moyens, et pour le coup vraiment très très peu de moyens, on peut faire un très bon film. Certes, c'est brut, mais ça reste quand même stylisé, efficace. Voilà, on a quelque chose qui va frapper fort, entre guillemets. Et la mise en scène, en fait, fait tout dans ce film. Et c'est là où on voit qu'un bon réalisateur avec une bonne mise en scène, même s'il n'a pas de moyens, il peut nous raconter quelque chose de pertinent et qui va nous procurer des émotions. Tu m'as dit avant qu'on regarde le film que c'était son 3e film. Ouais, finalement, j'ai vu, donc c'est son 2e film. Ok. On vous prévient tout de suite, là, dans cet épisode, on va pas faire un récap non plus de la carte de Carpenter. C'est un réal ultra connu, ultra aimé, et il y a des mecs qui font ça super bien. Il y a Capture Mag qui a fait ça. Il y a, moi, je me suis pas mal renseigné sur le réalisateur avec le livre Les masques du maître de l'horreur, écrit par Stéphane Boulet. Mais bref, il y a plein d'ouvrages et de podcasts qui parleront beaucoup mieux de lui. Mais oui, pour faire simple, c'est le 2e film donc, de John Carpenter, sorti en 76. Son premier film, c'était Dark Star, qui est en fait
à la base un film réalisé à l'école qui durait à peu près 40-50 minutes et qui ne pouvait pas en tant que tel être un long métrage. Donc il a dû tourner des scènes supplémentaires pour ensuite le sortir en tant que vrai film. Mais ça reste quand même... c'était pas tout à fait son œuvre, Dark Star, c'est un peu particulier. Il avait un gros regard dessus, mais à mes yeux, on retrouve vraiment la sauce Carpenter à partir de Asso. C'était juste pour dire que voilà, c'est uniquement son deuxième film, son premier vrai long métrage du coup, et qu'on sent déjà en fait le talent du gars, quoi, tout simplement, que il a une science de la mise en scène qui est franchement impressionnante. Moi, je le connaissais principalement pour la musique de film. J'ai découvert un grand réalisateur. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais un petit peu parler de certaines choses que John Carpenter a l'habitude de faire pendant ses films. Et du coup, comme ça, Théo, il pourra un peu rebondir sur justement certaines choses peut-être qu'il a ressenties ou il n'arrive pas forcément à mettre des mots dessus parce que forcément, il n'a pas les codes que moi j'ai. Parce que je me suis amusé à regarder la quasi-totalité de ses films et à me renseigner en parallèle sur le gars. Mais donc, ouais, John Carpenter, c'est un mec qui est ultra fan de western et je trouve que c'est quelque chose qui se remarque très rapidement parce qu'au début du film, on va avoir des plans assez larges sur la ville de Los Angeles. Et voilà, pour moi, ça fait déjà résonance au fait qu'il adore les westerns. Ouais, franchement, même les scènes de fusillade, etc., ça rappelle vraiment les films de western américains, quoi. Bah voilà, il y a une phase de siège dans le film et c'est vraiment typique des phases de siège des films de western. Typiquement dans les saloons, on en a vu plein des phases de siège. Voilà, donc il y a déjà tout ce code qui est mis en place. Il y a aussi le traitement de l'obscurité, où donc ce film se passe en fin de journée dans un premier temps, et la majorité du film, disons les 2 tiers, se passent en pleine nuit. En pleine nuit, ouais, c'est ça exactement. Et donc, tu auras remarqué, donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce commissariat qui va être pris d'assaut. La menace, donc, c'est des membres de gang qui sont cachés dans l'obscurité. Pendant tout le film, on va signifier le danger qui est omniprésent par l'absence de visibilité. Dès qu'on regarde un décor à l'extérieur, que c'est le noir complet, en fait, on a peur pour les personnages parce qu'on se dit l'ennemi peut être là à n'importe quel moment. Et on joue pas mal dessus dès le début du film. Et puis même, je trouve que ça se ressent aussi avec le fait que tous les personnages, en tout cas qui sont dans le commissariat, regardent par des petites fenêtres, des choses comme ça, où on a un point de vue qui est... On le voit souvent, ils jouent même avec la caméra on regarde par différentes fenêtres parce qu'on se rend compte que par les endroits où ils regardent, en fait, ils n'ont pas la vision globale de face au commissariat où le danger est là. Il nous fait bien nous rendre compte qu'en fait, ils savent pas où sont les ennemis et que le danger peut venir de partout et à tout moment. Les ténèbres, c'est quelque chose qui est vraiment, pareil, omniprésent dans l'œuvre de Carpenter. C'est quelque chose qui sera beaucoup plus développé dans son film d'après Halloween, où on a vraiment le mal qui va être là du coup personnifié avec le tueur Michael Myers. Mais là, donc, on a quand même ces membres de gang qui sont super inquiétants et qui sortent de l'obscurité à tout instant. Donc là, il y a toute cette tension que l'on arrive à choper via ça. Il y a aussi donc un montage qui est assez effréné parce que on va pas tout le temps voir les membres de gang, mais on va entendre et voir les tirs. On a le commissariat c'est un commissariat qui est voué à être transféré. Donc, en gros, il y a pas mal de mobilier qui est déjà en train de partir. C'est comme si le commissariat était en déménagement, en fin de compte. Ça. Et le début du film, on a donc ce commissariat qui est quand même bien rangé, presque vide, mais qui va se terminer littéralement en champ de bataille avec les fenêtres explosées. On a donc tous ces débris de verre. Il y a un travail sur son design qui est assez intéressant. D'une part, par la musique du film qui est composée par John Carpenter, mais de l'autre, par tous ces petits effets qui sont... aussi, je trouve, dérivé du western, avec toutes ces bouteilles qui peuvent exploser, ce genre de choses qu'on a déjà entendues dans d'autres films. On a ces scènes où la caméra est resserrée, on voit les personnages observer, etc. Mais au moment de l'action, il y a plus de plans larges, on comprend bien, en fait, les cadrages sont larges, et on va voir le décor exploser, on va voir des bouteilles, notamment, si je me rappelle bien, un moment, quand ils essayent de pénétrer, on a plein de plans larges où on montre, en fait... le décor, en fait, qui devient, comme tu l'as dit, un champ de bataille, quoi. On caractérise donc ce gang comme étant finalement le mal absolu qui vient des ténèbres. Et justement, pour que le spectateur comprenne bien que c'est le mal absolu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Spoiler, attention, c'est un vieux film, on vous conseille vraiment de le voir avant d'écouter cet épisode.
Le film va petit à petit être comme un étau qui va se resserrer sur les personnages. Et donc, on a donc ce film qui commence de journée avec différents trains de vie de personnages qui vont plus ou moins se regrouper jusqu'à aller dans le commissariat. Et dans cette liste de personnages, il va y avoir un père de famille avec sa fille. La fille, en voulant aller acheter une glace, va se faire tuer. Et non seulement elle va mourir, ce qui est globalement tuer les enfants, c'est une règle à Hollywood. Globalement, on évite. Et donc là, elle va être tuée, mais en plus, elle va pas être tuée hors champ. On va filmer sa mort frontalement. Donc c'est quelque chose de très choquant qui, bon, à l'époque, a fait sujet à des censures. Et John Carpenter, ce petit filou, a montré la version censurée au studio, puis ensuite a remis la vraie version, du coup, au cinéma. Bref. Monsieur, vous voulez me donner une glace, s'il vous plaît? Quel parfum? Vanille fraise. Donc là, je pense que tu as été assez choqué de Non, voir bah ça. voilà, ouais. Bah pour moi, en fait, ça arrive très tôt dans le film, hein, je pense, dans les 10 premières minutes. Je pense, le premier tiers en tout cas, vraiment. Premier tiers, ouais. vraiment premier tiers. Et ben là, en fait, on se rend compte on est plutôt sur un film calme, on est sur une mise en contexte plutôt calme, etc. Et là, d'un coup, on a cet assassinat totalement froid d'une petite fille qui achète une glace. Et on comprend tout de suite qu'en fait, qu'on va être dans une tension permanente et que ça va aller. En tout cas, on a des ennemis qui sont froids et qui sont totalement déshumanisés, en fait. Notamment, on va les voir tout au long du film. Ils parlent très peu, voire jamais. Je sais même pas si on les entend. Non, en fait, le seul moment où finalement ils vont communiquer entre eux, c'est au tout début du film, on les voit écouter la radio et ensuite ils vont se réunir autour d'une table et en fait ils vont tous se couper et rejoindre leur sang dans un saladier comme s'ils étaient donc frères de sang et on comprend du coup via la mise en scène et sans dire aucun mot que tous ces personnes-là seront liées. Et puis surtout qu'ils sont prêts à aller loin avec ce pack de sang, quoi. C'est ça exactement. C'est devenu une meute de 3 loups, quoi. J'ai la référence. Pour le coup, oui, on a un des personnages, donc un des prisonniers qui nous expliquera un peu plus tard que donc c'est un gang très dangereux, que ce sont des fous alliés. Disons que sans cette explication-là, on a déjà compris de quoi ils sont capables. Et voilà, c'est des gens qui sont vraiment sans pitié. Donc, on a ce meurtre de la petite fille qui a un élément... c'est l'élément déclencheur du film. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début du film, on va commencer par une séquence filmée, elle aussi, de nuit, où un groupe armé va se faire tuer. On comprend qu'en fait, ce sont des membres d'un gang, donc les Street Funders, et tout le film, ça va être justement la vengeance de ce gang qui veut venger ses membres. Donc, le point de départ du film est vraiment là. Après, ce qui va se passer, c'est que quand il va faire jour, on va avoir donc une tension qui s'instaure, mais vraiment petit à petit. Donc au début, on va juste nous parler des heures, de repères de temps. On va avoir les personnages qui se déplacent tous. On ne sait pas encore où est-ce qu'ils vont justement se déplacer. C'est assez intéressant. Los Angeles, encore une fois, c'est une ville... Voilà, c'est la route, c'est vraiment, on filme les voitures. Et justement, de là, on va avoir donc un personnage qui doit se rendre au commissariat, on va avoir des prisonniers qui doivent aller dans une prison, mais qui a plusieurs heures de route et il y a un prisonnier très malade. Donc, en fait, en fin de compte, le sort va faire que tout le monde va se rejoindre au même endroit, mais le point déclencheur, comme quoi la tension va être vraiment plus forte, c'est justement le meurtre de la petite fille. C'est le point pivot du film. Alors, par rapport à tout ça, donc, on a parlé des prisonniers, on va peut-être parler un peu plus des personnages. Ouais, on peut. Vas-y, je te laisse. Donc, John Carpenter, c'est un cinéma beaucoup de mecs quand même. Il y a quelques figures de femmes assez fortes. Dans Halloween, il y a Laurie Strode par exemple. Là, dans ce film-là, il y a des personnages féminins. Il y en a un qui est un peu intéressant, mais qui est très peu développé. Les deux personnages vraiment les plus développés, ça va être Bishop, donc le flic, et Napoleon Wilson. Napoleon Wilson, donc c'est un prisonnier qui, on sait qu'il a tué plusieurs personnes et qui donc va devoir être exécuté. C'est ça. On ne sait pas encore trop quand. Le transfert se passe mal et donc ils vont devoir faire équipe. Le personnage de Napoleon Wilson, c'est vraiment un archétype de ce qu'on pourrait trouver dans des westerns. Avec, il a une phrase culte, c'est « t'as pas un clope ». Donc à chaque fois, il va demander des cigarettes à toutes les personnes qu'il rencontre. Il parle un petit peu avec des citations. C'est un peu c'est vraiment un personnage de film en fait. Et il me fait penser, un personnage de western, c'est vraiment ça, quoi. Ça me fait penser un peu aussi, je sais pas si t'as déjà vu ce film, Crocodile Dundee. Oui, je vois ce que tu veux dire. Quand il débarque à New York, voilà, c'est toujours des petites phrases un peu piquantes pour répondre aux gens, etc., un peu marrantes. Et un peu rustre, pareil, mais très charismatique. Et je trouve que c'est lui qui apporte un peu de corps aux différents personnages, quoi, parce qu'il est pas lisse, quoi. Alors qu'on a un lieutenant Bishop qui est là pour être lisse, hein. On a le traitement donc des prisonniers, où par exemple on a un prisonnier malade où sa maladie va vraiment pas être prise à la légère.
On a des violences policières, enfin, qui sont gratuites en début du film pour vraiment te montrer que pour certains policiers, pas tous, notamment Bishop, mais pour certains policiers, voilà, les prisonniers sont des moins que rien. Et Bishop, lui, l'homme vertueux, va plutôt se dire non, mais même si ces gens-là sont amenés à être exécutés plus tard par la justice, là, actuellement, on est dans un assaut. Enfin, justement, on est sous un état de siège. Et en fait, moi, je suis là pour sauver les vies de tout le monde. Donc ça, il y a ce côté-là qui est aussi un peu intéressant, où Carpenter, il va primer l'individu. Et c'est plus important l'individu que ton statut. Ouais. Dès le début du film, on nous précise que le gang donc, des Street Funders, c'est un gang qui n'a pas... par exemple, c'est pas un gang juste de blancs, ni de noirs. C'est un gang... Il s'est précisé dans le film qu'en fait, c'est un gang multiracial, pour pareil, encore une fois, dire que le mal est présent chez tout le monde. Ce matin, de bonne heure, le commissaire Davidson a fait la déclaration suivante à la presse. En tant que chef de la police du comté de Los Angeles, j'ai pensé qu'il était de mon devoir de vous dire que nous sommes confrontés à une situation quasi explosive. Les gangs de jeunes sont constitués de telle sorte que nous n'avons aucune prise sur eux. Les armes automatiques ont été volées. Et nous savons, par ailleurs, qu'elles sont tombées entre les mains d'individus particulièrement dangereux. Je reconnais que le maintien de l'ordre nous amène parfois à agir avec une brutalité que nous déplorons, mais ces armes sont quelque part. Et croyez-moi, si ceux qui les détiennent maintenant s'organisent, ils ne nous laisseront aucune chance. Donc c'est vraiment des thématiques qu'on va retrouver pas mal dans son cinéma. Donc je sais pas trop si toi, du coup, en le voyant même juste une première fois là, c'est des trucs que t'as ressenti quand même. Bah si, parce que même, on voit bien que Bishop, il se pose la question avec Wilson, parce qu'il se lie en fait une relation entre eux, forcément, due à la situation. Et on se rend bien compte que Bishop, il réalise qu'en fait, d'accord, c'est un prisonnier, il a sûrement fait quelque chose de très mal, on nous dit jamais quoi dans le film, mais que la frontière est mince entre être un bon gars et être un prisonnier. Tu sens bien qu'à des moments, il a presque envie d'être pote avec, quoi. Et Il le tient en profond respect à ouais, la fin voilà, du c'est film. ça. Moi, je trouve que le duo, pour le coup, j'ai bien aimé parce que t'as vraiment le Bishop qui est le policier droit, calme, etc. De base, tout les sépare et ils vont réussir à, que ce soit leur fonction, leur passé, leur manière d'agir, même leur caractère, mais ils vont devoir collaborer, comme tu disais, c'est pour pouvoir survivre, tout simplement. Et ils vont même finir par se respecter, je trouve, mutuellement à la fin du film, quoi. Tu vois, ce qui est marrant, c'est que ça se construit pas, genre en mode, une scène un peu, on pourrait dire fratricide, je sais pas, une scène de meurtre, etc. Ils se rapprochent parce que voilà, les émotions, etc. C'est tout au long du film, des regards, des petites blagues, des petites phrases, des gestes aussi. Il enlève, je trouve qu'il enlève vachement le conditionnement des gens. En fait, au moment où ils sont dans l'assaut, ça reste juste en fait des hommes pris au piège et puis un policier et un prisonnier, tu vois. Exactement. Et pareil, il y a une secrétaire qu'on aurait pu très vite reléguer juste au rang de c'est une femme. Et en fin de compte, elle s'absout de tout ça et ça devient un personnage qui est aussi très important. Il y a toute une tension entre elle et Napoleon Wilson et en fait, elle lui tient aussi tête dans cette tension-là amoureuse, finalement. Là où un film qui aurait été écrit vraiment à la va-vite, où le personnage féminin aurait été négligé, elle serait tombée directement sous son charme, elle aurait servi à rien. Là, elle lui sauve aussi la mise comme lui sauve la mise. Et ce qui est marrant, c'est que je trouve aussi que, du coup, pour finir sur le duo, c'est que on pourrait s'attendre à ce que Bishop soit principalement le personnage principal, et je trouve qu'au fur et à mesure où le film avance, Wilson devient de plus en plus le centre du film, en fait, parce que c'est lui qui sent le mieux armé pour défendre la situation. Il se rapproche en même temps de la secrétaire et à ce petit jeu de séduction. Et voilà, et il va prendre de plus en plus de place dans le film. Au final, c'est un duo improbable, mais je trouve que ça fonctionne bien, quoi. Et ça donne aussi, c'est ce qui fait aussi que le film fonctionne bien, quoi. Ce qui est un peu paradoxal avec John Carpenter, c'est que d'un côté, on va avoir donc ce statut social qui est effacé, mais on n'est pas non plus dupe dans le sens où Napoleon Wilson va le dire lui-même, je suis un homme sans avenir. En fait, d'un côté, il a une vision ultra nihiliste de l'individu, mais en même temps, il va pas le juger. Ouais. Et c'est ça qui est vraiment bien, je trouve, dans son cinéma, qu'on va retrouver avec d'autres films où, par exemple, on va avoir des personnages très importants, souvent centraux au récit. Par exemple, souvent interprétés par Kurt Russell, donc par exemple dans The Thing ou dans New York 1997, où on va avoir un personnage qui est plus ou moins immoral, qui est globalement une ordure, mais qui a une certaine noblesse finalement parce qu'il va se mettre à combattre le mal. Et voilà, donc il y a un peu toujours ces thématiques-là. Comme si, j'ai pas vu ces autres films, mais c'est un peu ça, c'est comme si réhabiliter un peu le prisonnier grâce à ses actes, tout simplement. On aurait même pu croire,
Alors, c'est pas ce qui se passe, mais qu'à la fin, tu sais, il soit libéré pour bon et loyaux service presque, tu vois. Parce que c'est ça que je trouve bien dans le film, c'est qu'il ne soit pas libéré et qu'on sait qu'il va être condamné à Ah, mort. bien sûr, ouais. Et que c'est du coup, là, il y a de nouveau toute la froideur de. En fait, ce moment-là est passé, mais maintenant revenons à la froideur du système. Mhm. Et tes erreurs d'avant ne sont pas effacées. C'est vraiment le côté aussi Carpenter très sombre, finalement. Je trouve que le décor, il est super bien utilisé. Donc, d'une part, on voit pas tout le temps les menaces et elles sont caractérisées donc par les ténèbres, comme on disait. Mais il y a aussi tous ces couloirs, toutes ces pièces différentes. On a vraiment des lieux thématiques. On a vraiment l'accueil, on a les cellules, on a le couloir de fin. Et c'est vraiment des lieux qui sont très caractérisés et qui sont tous très différents les uns des autres. Ouais, je trouve même qu'en fait, tout le début du film nous permet de nous familiariser avec le lieu où va se passer le film. Quand on voit Bishop arriver au commissariat, en fait, on nous montre dans la scène où il arrive, bah, en gros, on lui présente le commissariat, etc. On nous montre les scènes où l'action va se passer ensuite. Ça nous permet aussi d'avoir une meilleure lecture au moment de l'attaque, où on est dans un moment plus sombre, où on est censé moins se rendre compte peut-être de la gestion de l'espace dans le commissariat, etc. Et je trouve que ça reste super lisible parce que justement, avant ça, on a découvert les lieux, voilà, et puis c'est les lieux un peu emblématiques dans un commissariat, dans tous les films ou toutes les séries, quoi. T'as l'accueil, t'as le bureau du commissaire, t'as la dépendance où t'as les armes, t'as le sous-sol où t'as les cellules, etc. Et je trouve que de nous présenter comme ça, avec les différentes étapes de tout le monde qui arrive au commissariat, bah, ça permet après de mieux comprendre, de moins être perdu, tu vois. Parce que dans ce genre de film, je trouve que si tu te repères pas bien dans l'espace en tant que spectateur, ça peut vite devenir brouillon l'attaque, tu vois. Mais par exemple, dans Au revoir à jamais qu'on a traité au mois de décembre, il y a des scènes d'action qui sont plus brouillonnes justement parce qu'on arrive moins à se repérer dans l'espace, je trouve. Oui, Mais, totalement, totalement. Là, pour le coup, on sait très bien que quand ils sont par exemple dans le tunnel, ok, là c'est le sous-sol, c'est après les cellules et ainsi de suite. Ça, Voilà. là-dessus, on s'y Et, repère très bien. et en fait, comme on sait qu'il y a des zones, par exemple, on prend l'exemple, c'est un assaut, donc ils rentrent par des fenêtres, etc. On les voit couvrir la zone, et ils sont pas nombreux. Et on sait qu'il y a plusieurs endroits où ils peuvent rentrer. C'est ça qui rajoute aussi cette tension où tu dis que, à la fois, on sait d'où ça peut venir, mais on sait pas quand est-ce que ça va arriver, comment, etc. Et donc, je trouve qu'il met cette tension, comme tu le disais, quoi. Et en plus, on a l'impression que le nombre d'hommes est infini parce Ouais. qu'ils sortent de l'obscurité, ils bondissent par les fenêtres à chaque fois. Donc là-dessus, on a l'impression que c'est des vagues incessantes d'hommes, comme si à chaque fois qu'ils mouraient, en fait, ça n'avait pas de conséquences, comme si vraiment la vie humaine n'avait pas de conséquences pour eux. Là-dessus, c'était assez intéressant. Et je voulais revenir donc la passation en fait d'importance entre donc Bishop au début. Elle est vraiment bien parce que donc le spectateur il peut s'habituer à avoir un modèle vertueux. Tous ces personnages-là qui sont en train de défendre le commissariat. Le commissariat, il se fait assiéger notamment parce que la petite fille qui s'est fait tuer, elle était avec son père et son père va en fait via une course-poursuite, il va réussir à venger sa petite fille et tuer un membre de gang. Et donc le gang va forcément essayer de retrouver le père. Cet individu-là, ce papa, il est en état de choc, il n'arrive plus à parler et c'est vraiment une cible facile et à tout moment, ils auraient pu le sortir du commissariat et le gang l'aurait sans doute pris et les aurait peut-être pas tués. Et Bishop va servir en fait de boussole morale au début du film, quand justement toutes les barrières du système sont encore là, quand les prisonniers sont encore dans leurs cellules, ça va être lui le garde-fou qui va empêcher les personnes dites bonnes, donc les autres policiers, secrétaires, etc., de ne pas du coup Sacrifier des gens pour succomber au mal et sacrifier donc cette personne. Justement, c'est quand les barrières sociales commencent à tomber et que les prisonniers deviennent en fait, en fin de compte, des alliés, que là on a vraiment Napoléon Wilson qui d'abord est en alchimie avec Bishop et qui ensuite, vers la fin du film, prend un petit peu le relais, même si en fin de compte, il joue plutôt à armes égales, on va dire. Ouais, je pense qu'il joue à armes égales, mais ouais, c'est ce que j'aime bien en fait, c'est, ouais, comme tu dis, c'est notre valeur morale au début du film, et on se rend compte que Wilson, ses valeurs morales, il en dispose aussi parce que, bah, tu vois, il va essayer de retenir le mec pour pas qu'il sorte, qu'il se fasse tuer, etc. J'aime bien, c'est souvent, en fait, dans les films, en tout cas où il y a des prisonniers comme ça, on essaye souvent de nous montrer qu'il y a aussi des prisonniers qui sont humains. Je pense que l'exemple un peu similaire, mais qui a rien à voir, mais dans The Dark Knight, Batman The Dark Knight, quand t'as la scène des bateaux, et que en fait tu te rends compte que c'est plus les gens qui sont libres, qui sont prêts à faire sauter le bateau de prisonniers, que plutôt les prisonniers à faire sauter les civils, quoi. Totalement. Et, je trouve que bah il nous le montre bien aussi, cette nuance entre bah voilà, au final ça reste des êtres humains.
Bon, d'accord, chacun a son caractère, et c'est pas parce que potentiellement il est condamné à mort qu'il a forcément tout le temps des mauvaises valeurs. Et aussi, ils tombent pas dans le piège de juste faire une inversion des valeurs et de se dire non, mais les Mm. prisonniers finalement sont cool parce que on a un prisonnier, un collègue donc de Napoleon Wilson qui lui est très lâche et qui cherche à tout instant à partir et à abandonner les autres et va aussi ne pas hésiter à menacer une femme avec un revolver. C'est tourné en dérision parce que le revolver finalement n'avait pas de balles. Et on se rend compte qu'en fait toute la fusillade que l'on vient d'assister, il a tiré à blanc. Donc c'est le film est aussi très drôle, je trouve. Je trouve qu'il a ces petits moments d'humour en fait qui sont bien, c'est bien dosé parce que ça reste un film sous tension, mais on nous fait respirer avec des petites blagues, des petites citations. Ouais, dans les petites conversations entre les survivants, en tout cas les personnes qui essayent de survivre, on essaie des petites touches d'humour, etc. Wilson le fait très bien. C'est pas non plus mis à l'excès comme, par exemple, on en parlait dans Au revoir à jamais avec les dialogues à la Shane Black. Là, c'est vraiment un peu d'humour de temps en temps, c'est vraiment très bien dosé en fait. Et c'est subtil surtout, c'est pas lourd, tu vois. On pourrait se dire, on met un peu d'humour de temps en temps pour faire retomber la tension, etc. Il y a un peu ce truc-là quand ils essayent de désigner le prisonnier qui va sortir. C'est ça. Ça vient un peu de nulle part, mais c'est marrant et ça vient pas non plus casser le rythme. En fait, c'est comme si, quelque part, ils avaient un peu des rires nerveux aussi, tu vois. Et au vu de la situation qui est gravissime, comme on peut voir dans parfois des films sur la guerre, etc., les soldats, malgré qu'ils soient par exemple sous le feu ennemi, ça leur arrive de faire des blagues. Aussi, je pense, pour dédramatiser la situation et redescendre en pression de leur point de vue, en tout cas. C'est entre moi et Blanche-Neige. Merde! Merde, merde! Qu'est-ce que t'as? On n'a pas encore fait pile ou face. J'ai pas de bol. C'est une attitude négative, Wells. Je perds toujours. J'ai eu la poisse toute ma saloperie de vie. Comment crois-tu que je suis tombé ici? Peut-être que ça va changer. Ça pourrait, si on le fait pas à pile ou face. Faisons autre chose. Quoi? Les patates. D'accord. Une patate, deux patates, trois patates, pour 5 patates, 7 patates, 8 tout court. 8 patates, 9 patates, patates, embrasse-moi le cul, pas au diable. C'est toi le plus con. Je t'avais dit que je perdrais, et puis merde, on recommence. Ce qui aide aussi donc l'immersion totale du film, c'est la musique. Pour économiser sur le budget, on ne va pas payer de compositeur. Quand on s'appelle John Carpenter, on va faire soi-même la musique. On va la faire au synthé. Pourquoi au synthé? Parce que ça coûte cher d'acheter des vrais instruments. Et finalement, ça devient sa patte de fabrique parce qu'il va composer la musique d'énormément de ses films. Franchement, je pourrais vous conseiller dans chaque épisode d'écouter de la musique de film. C'est enrichissant en fait. Parce qu'on a un peu un pied pas avec Carpenter là dans le cas là, mais on a souvent un pied dans la musique classique. On va écouter des choses qu'on n'aurait pas écoutées en temps normal. Et le fait qu'en plus on ait l'aspect filmique derrière et qu'on puisse mettre des images derrière tout ça, ça nous permet d'apprécier des musiques qu'on n'aurait vraiment pas écoutées en temps normal. Je vais juste vous conseiller là directement, il y a un podcast sur la musique de film qui s'appelle Total Tracks. Et d'ailleurs, ils ont fait une émission sur Carpenter en 5 épisodes. Je pense qu'ils ont pris presque 5 heures pour traiter sa carrière musicale, pour te dire à quel point c'est vraiment riche. Donc, je vous conseille vraiment d'aller voir cette émission là-dessus. Il n'y a rien à redire par rapport à ça. C'est que cette composition-là, elle est encore très brute. Je trouve qu'elle marche bien, mais avec, tu verras quand tu verras d'autres films, par exemple New York 1997, c'est un peu une version améliorée d'Assaut. Là, on a vraiment les prémices, tout est très brut, mais c'est ultra efficace. Ouais, c'est ça en fait. Je pense que, et de par le budget et de par son expérience qui était minime à ce moment-là, il va à l'essentiel, mais je trouve qu'il le fait bien. Moi, vraiment dans sa mise en scène, en fait, on ne cherche pas à nous impressionner avec des effets inutiles ou une stylisation à outrance, etc. Tout est efficace. Ouais, tout est efficace et au service de nous raconter l'histoire de comment ils ont survécu et de mettre de la tension dans le film, quoi. La composition dans le cadre à chaque fois, c'est pas ultra stylisé, c'est vraiment pour nous montrer, soit par exemple les ténèbres, l'obscurité, ça peut nous faire, de temps en temps, il y a des panneaux qui nous rappellent des règles où on sait que vraiment dans un commissariat, ce genre de choses. C'est ça, c'est lisible, c'est compréhensible. Et moi, je trouve ce qui fait aussi que le film est bon, c'est le rythme, la gestion du rythme qu'il y met. On prend son temps au début, on installe l'ambiance. Tu vois, on fait monter la tension, je trouve. Tu vois, on nous fait monter la tension, même avant les assauts, etc. À chaque fois, on nous fait monter la tension et ça rend l'ambiance du commissariat, je trouve, encore plus glaçante. Et tu vois, il y a plein de moments où tu as des silences aussi et puis tu as un petit bruit qui va déclencher l'action, etc. Ou c'est lui qui compose la musique, mais la musique n'est pas omniprésente. Ouais. Elle est là de temps en temps. Donc, on vous mettra peut-être un extrait de la musique, mais en soi,
c'est les prémices aussi de la synthwave. Donc pour ceux qui connaissent, il va malgré lui ou voilà, il va en fait impacter la musique pendant 50 ans, parce que maintenant il y a même des groupes, il y a carrément Carpenter Brut, donc c'est un groupe qui se revendique vraiment de la musique de Carpenter. Plein de réalisateurs auraient foutu leur musique un peu partout. Là justement, il la met à des moments clés, et des fois il met juste des petits instants un peu plus calmes, justement pour ponctuer ces moments un petit peu de calme ou les relancer. Donc c'est vraiment bien fait. C'est minimaliste et très efficace. Voilà, c'est ça, c'est comme le film en fait. Le thème du film, le thème principal, c'est vraiment, je pense, quelques notes. Je pense pas que ce soit plus compliqué que ça. Mais ça nous met directement dans l'ambiance, et on a directement l'identité sonore du film. Je trouve que ça me fait penser, moi, un peu, alors avec le peu d'expérience que j'ai sur le domaine, mais un peu au film d'horreur. Je pense qu'il a produit pas mal de musique de films d'horreur. Alors, John Carpenter, c'est littéralement... Ouais, je sais. Un de ses surnoms, c'est le maître de l'horreur. Voilà. Et donc, moi, je le connaissais principalement pour ça. Je trouve qu'on retrouve un peu ça aussi dans le truc un peu angoissant de nous mettre la tension, retrouver des notes. De toute façon, c'est son style, donc forcément, on va retrouver des choses qui ressemblent dans les autres choses qu'il a produites. Mais je trouve que, même dès l'intro du film, où on a les crédits, on a le thème qui se lance, et pareil, ça nous met aussi dans l'ambiance qu'on va être dans quelque chose d'anxiogène, en fait, tout simplement, dans le film, quoi. C'est une musique simple, mais c'est vraiment redoutable d'efficacité, quoi. 3 notes, t'es plongé. En fait, c'est ça, tu sens le danger avec ce thème, je trouve. Concrètement, ce que j'apprécie dans ce film, mais ce que j'apprécie dans sa carrière, c'est toute la critique du système, surtout du système policier. On voit que la justice, elle est clairement expéditive. C'est OK, il y a un mec malade, c'est pas grave, on va les transférer, ils vont aller se faire exécuter, peu importe, on se lave les mains de tout ça. Donc, on sent une justice qui est... qui fait mal son taf. Aussi, dans son cinéma, on va s'absoudre donc de tous ces étiquettes. Il n'y a jamais un jugement qui est fait sur l'individu. L'individu, il est jugé par les actes qu'il va faire pendant le film. Et ça, c'est aussi super important. C'est quelque chose que j'adore. Et après, voilà, il y a toute la gestion du mal que moi, je trouve très intéressante. Et dans ce film-là, c'est vraiment les prémices. Dans les ténèbres, on ne voit rien. Et du coup, tout peut surgir à n'importe quel moment. Et c'est une idée géniale, en fait, pour créer une tension continue. Puis même le fait qu'on n'ait aucune information sur le groupe, en fait, on dirait une organisation, une milice qui est super bien organisée, tellement le nombre qu'ils sont, etc. En fait, il y a un côté fantastique. Il y a déjà un petit peu tout son cinéma. C'est des zombies. Il y a déjà le côté action. Oui. On va retrouver un peu ce côté western, même si malheureusement il fera jamais de western. Et puis il y a le côté fantastique avec ce pacte de sang, ces individus qui viennent par vagues. En fin de compte, le mec, $100 000, c'est lui qui compose déjà ses musiques, tout, et tout est déjà réuni dans Assaut. Moi, je trouve que c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Non, mais c'est ça. Et puis, en fait, c'est comme si le gang il représentait une partie de la population, en tout cas du système, tu vois, on a la police, on a les prisonniers, on a le gang, et en fait, on n'a pas spécialement de message politique ou sur la pauvreté, le racisme, ou des choses qu'on véhicule souvent dans les films. Par contre, le mal, je trouve, c'est très abstrait, mais très présent, et le gang, il est presque surnaturel, quoi, comme tu dis, c'est les prémices aussi de ce qu'il va produire par la suite, mais on a du mal à identifier qui ils sont, c'est comme si c'était un mal présent comme ça dans la société. Le mal peut être n'importe qui, Voilà. présent En plus, sous voilà, toutes c'est ses ça. formes. Tu fais une tête comme si on avait chié dans tes grolles. Y a de quoi? Personne ne m'a parlé. Ni du sang, ni du drapeau. Ça va, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un peut l'expliquer? Ça veut dire qu'ils s'en tapent. Qu'ils n'ont pas peur de mourir. Au contraire, ce qu'ils veulent, c'est notre peau. Et ils y mettront le prix. Ça veut dire qu'on est foutu. Écoute, je pense qu'on a assez parlé du film. Ouais. T'avais autre chose à rajouter? Non, globalement... On ne mentionnera pas le remake qui n'a... Ouais, le remake. Alors, j'ai découvert qu'il y avait un remake. Quand j'ai vu les 2 acteurs principaux, j'avoue que j'en ai parlé à Raphaël, je lui ai dit, il y a un remake avec Ethan Hawke et Laurence Fishburne. Il m'a répondu du tac au tac, c'est de la merde. Donc, je sais pas si j'irai jeter un œil, mais peut-être par curiosité. Curiosité malsaine, en tout cas. Ouais, malsaine, c'est ça. Non, si pour conclure, il a réussi à faire beaucoup avec très peu, John Carpenter. Un décor unique, une poignée d'acteurs qui sont à l'époque même pas connus, quoi. Une histoire qui, au niveau du scénario, assez minimaliste. Mais il nous met une tension qui retombe jamais. Il y a une atmosphère étouffante. Et puis la mise en scène, comme je l'ai dit, elle est ultra maîtrisée. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est quand même le duo Bishop-Wilson que j'ai bien aimé.
J'ai bien aimé aussi la violence froide qu'il y a, presque absurde en fait. Bah, On entre le trouve, meurtre de la petite fille, et, fille, tout est vraiment, c'est premier degré, c'est vraiment frontal en fait. voilà, il y a pas de demi-mesure quoi. Et ouais, la scène de la fillette est franchement assez choquante. Tu t'attends pas à ça quoi. Ouais, moi j'ai été vachement étonné en tout cas de découvrir cette part de cinéma de John Carpenter quoi, parce que j'avais dû voir moi personnellement Halloween et The Thing. Je pense que c'est les 2 seuls films que j'ai vus de lui. Ouais, c'est un style de cinéma que je pourrais dire pur en fait, sans fioriture. On surjoue, même les acteurs ils surjouent pas, mais chaque plan, je trouve que c'est pour nous, il est là pour nous raconter quelque chose. Et même si on est sur un petit budget qui pourrait faire passer une série B, je trouve que scénaristiquement parlant et dans la mise en scène, ça met une distance à beaucoup d'autres films où on a des budgets monumentaux. Et je parle même des films de cette époque-là, quoi. C'est ça, en fait, c'est une série B, mais qui a toutes les qualités d'un grand film d'auteur. C'est ça. C'est ça qui est vraiment super. Et le film a quasiment 50 ans, en vrai, et il est toujours super agréable à regarder, quoi. Ouais, bah ça m'a fait plaisir que tu aies adoré ce film. Moi, je vous recommande vraiment de vous pencher sur la filmographie de Carpenter, c'est pas déjà fait. Toi, Théo, t'as des recos? Pas encore, donc vas-y, commence. Réfléchis, quoi. Je vous conseille sincèrement d'aller voir d'autres créateurs de contenu qui en ont aussi parlé. Je pense notamment à Stéphane Boulet qui, c'est un mec, je suis ses podcasts depuis super longtemps, notamment Super Ciné Battle. Et c'est un mec qui parle super bien de John Carpenter. C'est vraiment intéressant d'écouter un passionné comme lui parler. Et dans tous les cas, je pense qu'il est temps de passer aux recommandations. Et pour ce qui est des recos, je vais pas faire dans l'originalité. Il y a quelques temps, j'ai commencé à regarder les films de Scorsese que j'avais pas encore vus et donc j'ai regardé La Valse des Pantins ou The King of Comedy en VO, un film avec le très cher Robert De Niro et c'est vraiment super. Là encore, on est dans un discours qui est intemporel. On va avoir du coup ce personnage de De Niro, donc Robert Pupkin, c'est vrai, il me semble que c'est ça, Rupert Pupkin, Ouais. qui en gros, qui se dit génie comique et qui va avoir toute cette relation parasociale avec ce présentateur d'émissions télé qui s'appelle Jerry. Donc c'est assez intéressant parce que l'acteur s'appelle Jerry Lewis et le personnage du film s'appelle aussi Jerry, donc il y a tout ce côté méta. Martin Scorsese, il apparaît aussi dans le film, donc c'est un film de 83. Je vais pas trop vous en dire, mais si vous avez déjà vu le Joker, il faut savoir que le Joker s'est inspiré de La Valse des Pantins et de Taxi Driver, c'est un peu un savant mélange entre les deux. Et donc j'ai pas trop envie de vous en dire sur le film, mais je trouve que à l'heure où voilà, on a maintenant les youtubeurs, les streamers, on a encore les stars de télé, tout ça, c'est d'autant plus vrai comme discours, je trouve. Et donc c'est vraiment aussi pareil, ce genre de film intemporel que je vous conseille, qui doit durer, je vois là, 1h50. Franchement, je sais que c'est un classique, je l'ai vu il y a pas longtemps. Ceux qui l'ont pas vu, foncez-y. Et moi, en recommandation, je vous avoue que j'avais pas préparé avant, mais la semaine dernière, j'ai revu un film, un de mes films préférés, je pense, qui est L'Impasse. Que voilà. Quel film? Quel film? Film de Brian De Palma, bien sûr, son titre anglais, il me semble, c'est Carlito's Way. Carlito's Way. Carlito étant le personnage principal. Et le personnage principal, du coup, interprété par Al Pacino, qui s'appelle Carlito Brigante, qui est en fait un ex-trafiquant, pour vous résumer rapidement, tout juste sorti de prison, et qui tente en fait de se racheter, reconstruire sa vie, de se réinsérer tout simplement dans la vie. Mais on se rend compte du milieu où il vient, en tout cas de trafiquant de drogue, etc. Tu vas pas, les rêves de paix, ils sont de courte durée en général. Ton passé te rattrape souvent. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est le négatif de Scarface. Exactement. De Palma a fait Scarface. Les gens ont érigé du coup le personnage de Tony Montana en héros. Et lui et Al Pacino étaient assez déçus finalement de cette interprétation du film. Et donc ils ont fait des années plus tard L'Impasse, qui est pour moi déjà c'est un des meilleurs rôles d'Al Pacino. Alors je m'entends peut-être pas le mieux écrit ou quoi, mais dans lequel il joue le mieux. Il est vraiment pour moi à son prime à cette période-là. On retrouve dedans Sean Penn aussi qui est méconnaissable. Il y a Luis Guzman qui est dedans. Luis Guzman, un acteur que j'aime beaucoup. Et franchement, je vous conseille vraiment, pareil, on a des scènes de tension, etc. Et je trouve que, pour le coup, ce que j'aime bien en fait dans ce film, c'est que le héros principal, du coup, Al Pacino, je le trouve en fait le personnage bouleversant parce que il est, entre guillemets, il a connu ça toute sa vie, mais il est dépassé par ce qui lui arrive au moment où il veut changer de vie, quoi. Il se rend compte qu'il pourra pas. Voilà, c'est un film qui m'a marqué depuis très longtemps, que je revois régulièrement, on va dire une fois tous les ans, parce que c'est un peu mon repère. Je pense que Raph pourra vous le dire, mais c'est typiquement le genre de film que j'adore. Les films de gangsters mélancoliques. C'est ça, mais, Théo a un grand cœur. Voilà.
Mais voilà, je vous recommande l'impasse et vraiment foncez, quoi. C'est la fin de cet épisode de Kimura. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles sur l'application de podcast que vous utilisez. Vous pouvez aussi nous noter sur Sens Critique, nous mettre un beau commentaire. On est aussi présent sur YouTube et sur Instagram, Kimura-cast, il me semble. C'est ça. On va essayer de publier de temps en temps des petits trucs et d'être un petit peu actif sur ces réseaux-là. Et puis, écoute Théo, t'avais un mot pour la fin. Non, au prochain épisode. T'as pas une clope ? T'as pas une clope, ouais. Allez. Ça pourrait être le bon mot pour la fin. Allez. Bon, au prochain numéro. Au Salut prochain tout le monde. numéro. Ciao. J'ai dit ciao comme si je disais au revoir à mes potes.